est la source de la vie sur Terre. Mais saviez-vous qu'elle peut être aussi un puissant soutien pour notre santé ? C'est ce qu'a découvert René Quinton, un biologiste français qui a consacré sa vie à l'étude des propriétés de l'eau de mer. Il a mis au point une thérapie marine basée sur l'administration de sérum marin, une solution obtenue à partir de l'eau de mer. Aujourd'hui, la thérapie marine et l'eau de René Quinton sont utilisées par des milliers de personnes à travers le monde qui cherchent à rétablir l'équilibre et la vitalité de leur organisme. Afin de promouvoir notre futur documentaire consacré à la vie de René Quinton et aux thérapies marines, nous vous présentons cette mini-série d'introduction. Le documentaire se voudra strictement informatif, historique et scientifique. Nous allons apprendre comment les thérapies marines fonctionnent, quels sont ses principes, ses applications, ses résultats et ses limites. À travers des témoignages de patients, de médecins et de chercheurs, nous allons voir que l'eau de René Quinton n'est pas une simple eau, mais une véritable source de bien-être. Le message est que l'eau de René Quinton n'est en aucun cas une eau miraculeuse, mais qu'elle recèle bien des atouts. Plongez avec nous à la découverte de René Quinton, qui nous invite à renouer avec notre lien originel à la mer, source de toute vie sur Terre. Bon, alors c'est vrai que René Quinton est un physiologiste français qui a totalement disparu de l'actualité. C'est un monsieur qui est né en 1866 dans la région parisienne, qui se destinait à être dramaturge. Le jardinier de son père en plein hiver, qui déterre une vipère qui était en train d'hiberner et qui rapporte dans le salon familial la vipère, évidemment inanimée et immobile, qu'ils ont déposé sur les dalles du salon, et la vipère, en se réchauffant, a fini par s'enfuir sous un meuble. Ça a été pour Quinton un moment de compréhension de la vie animale qui a été un vrai séisme. Et de cette histoire, il a décidé de cesser de vouloir chercher une carrière littéraire, et il a absolument voulu avancer dans la compréhension du vivant. Il a imaginé que probablement en connaissant la température des espèces zoologiques, on pouvait stager leur ancienneté d'apparition sur le globe. Et ensuite, il a imaginé que, possiblement, la totalité des espèces terrestres dérivant d'espèces initialement marines, on devait pouvoir apporter une certaine similarité entre les salinités marines d'origine et la salinité marine des espèces au moment de leur apparition sur Terre. Ce qui a été fait par Quinton pendant une dizaine d'années. Alors l'histoire est amusante parce qu'il est allé d'abord présenter ses travaux chez Charles Richet, qui était un des physiologistes parisiens les plus connus, qui avait précisément sorti un livre sur la chaleur animale en 1890. Et lui arrive en 1898 avec des idées diamétralement opposées à Richet, donc il se fait évidemment éconduire de manière pas très polie. Et puis il a rencontré derrière Jules-Étienne Marais au Collège de France. Et au Collège de France, l'accueil a été absolument pas du tout aussi froid, et il a été autorisé à poursuivre ses recherches sur l'ancienneté des séries animales. Et c'est comme ça que Quinton a parcouru le monde entier avec des thermomètres pour essayer de repérer quelles étaient les températures corporelles de tous les animaux qui pouvaient encore exister sur le globe. Alors, après, il faut bien comprendre que très rapidement, les résultats positifs des présciences de Quinton ont bouleversé une bonne partie de la physiologie, des données physiologiques animales et humaines. C'est ainsi que dès le virage du XXe siècle,
on a vu apparaître des premières recherches, d'abord sur l'animal et puis ensuite chez l'homme, sur l'interchangeabilité des sérums sanguins avec les sérums marins, sur des expériences qui ont été absolument fondamentales du point de vue de leur implication sur l'avenir. On a commencé par saigner des chiens, puis on a poursuivi en les hyperhydratant avec des sérums d'eau de mer, sans jamais perdre d'animaux, y compris d'animaux supérieurs comme des chiens. Alors, le pauvre Sodium a fait partie des deuxièmes séries d'expériences. Sodium était un chien des rues. On a retrouvé grosso modo son poids, il faisait 9,6 kg. Sodium a été allongé sur une planche. Ça commence mal pour Sodium, hein. On lui sectionne une artère fémorale. On le laisse se vider de son sang jusqu'à ce que l'hémorragie soit tellement sévère qu'il n'y a plus de sang qui sourd à travers l'artère fémorale et qu'il perd son réflexe cornéen. C'est un des derniers réflexes archaïques qui apparaît, qui signe la mort cérébrale en général quand ça disparaît. Il suffit de prendre un coton ou une plume ou un morceau de papier, vous frottez la cornée d'un animal. S'il ne scie pas, c'est que le cerveau est déjà en train de mourir. Bon. Donc dès qu'on a obtenu la disparition du réflexe cornéen, Quinton a réinjecté, alors au Collège de France et devant une quinzaine d'expérimentateurs, ça s'est pas fait dans un garage devant personne, ça s'est fait absolument complètement officiel, et on a réinjecté à Sodium, dose pour dose, du sérum marin refroidi, ce qui a permis de conserver un peu les chairs, et le chien est revenu dans une forme absolument meilleure qu'au départ, au 8e jour. Cette expérience cruciale a donc démontré que puisque le chien avait quasiment plus de globules rouges, il en restait mais beaucoup moins, il a réussi à survivre le temps que sa moelle refabrique les globules rouges, et l'oxygène dissous dans les sérums marins a suffi à tenir le chien en vie pendant 8 jours. Bon. Et cette expérience sur Sodium a été refaite dans les années 90 par Pourrias et Reynaud à l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Alors par éthique, on a endormi le chien et on l'a intubé, mais sinon l'expérience a absolument été tout à fait la même, et Pourrias et Reynaud ont réussi, en perfusant des sérums marins, à conserver la vie du chien. Quinton, lui, a commencé ses études en injectant sur à peu près une dizaine d'espèces différentes, en prenant des oiseaux, en prenant des poissons, en prenant des serpents, en prenant des chiens, en prenant des humains. Bon, et comme ils savaient très très bien, à l'époque, déjà doser le taux de sel au litre, eh ben, ils ont eu sans aucun problème la possibilité de travailler sur tous ces animaux. Donc à partir de là, est arrivé à un moment crucial pour l'humanité, puisque n'ayant à notre disposition aucun antibiotique, aucun produit particulier pour soigner les maladies infectieuses sévères, Quinton a permis de poser des bases thérapeutiques pour soigner des maladies gravissimes, comme par exemple le choléra à Paris, dans les années d'avant la guerre de 14, où les enfants étaient systématiquement des mourants en puissance, et où, à partir du moment où on les a perfusés avec des sérums marins en sous-cutané, les enfants ont guéri de manière absolument régulière. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître une génération d'enfants qui ne mourraient plus à Paris à cause du choléra ou de toutes les entérites, qu'elles soient dysentériques ou autres, parce qu'on avait la possibilité de pouvoir perfuser avec des sérums marins. Donc à partir de 1907, Quinton a ouvert à ses frais deux cliniques, enfin 2 dispensaires marins dans le quartier de Montparnasse, rue d'Ouessant et rue de l'Arrivée, et il y a eu très rapidement des dizaines de milliers d'injections réalisées avec un dispensaire très rapidement qui a essaimé sur Lyon, avec le docteur Jaricot, et puis ensuite une bonne trentaine de dispensaires à peu près dans toute la France. Et puis ces dispensaires ont été copiés très vite par les Anglais qui sont venus, qui ont envoyé une plénipotentiaire, la sœur du roi anglais de l'époque, et elle est repartie avec la technique de perfusion des Français pour tout l'Empire britannique. En 2018, j'ai eu une hernie discale qui a provoqué une cruralgie à la jambe gauche. Donc j'étais vraiment handicapé au niveau de la jambe.
Donc j'ai consulté un médecin qui m'a donné les prescriptions habituelles, des anti-inflammatoires, myorelaxants et puis des antalgiques. Bon, ça a apaisé le problème sur le coup, mais à aucun moment ça n'a pu complètement régler la cause du mal. Et j'ai eu un certain nombre d'alertes qui m'ont fait un peu replonger. J'ai eu quelques séances où j'ai dû me coucher par terre pour essayer de faire passer la crise, la jambe qui se raidissait à nouveau. Donc la seule chose à faire dans ces cas-là, vous vous laissez tomber et puis vous attendez que ça se passe en essayant de trouver une position antalgique et en priant que ça soit pas trop long. J'ai eu plusieurs symptômes. Donc l'une, c'était au niveau lombaire. La deuxième, c'était au niveau des genoux. Et la troisième, c'était ici, au niveau de la mâchoire. Donc au niveau lombaire, j'avais depuis une dizaine d'années, et ça s'aggravait de manière très rapide, des douleurs lombaires. Le matin au réveil, c'était compliqué pour moi de sortir du lit. Dans ma vie de tous les jours, c'était difficile aussi parce que je n'avais plus la souplesse au niveau du dos. Dans les gestes de la vie quotidienne, lorsque, par exemple, je voulais mettre le collier à mes chats, je ne savais plus m'accroupir et rester dans cette position et leur mettre, par exemple, le collier. Dans ma vie professionnelle aussi, j'étais toujours en porte-à-faux et ça devenait compliqué, cette position. Il y a une chondropathie du dos, c'est-à-dire un mal de dos, le bas du dos, enfin le sacrum, qui me fait assez mal dans le lit, en conduisant, et puis quand je suis fatigué le soir. En fait, ça faisait 2 mois que je me plaignais du dos. J'étais voir le médecin. J'ai fait une radio. On m'a dit que c'était de l'arthrose. Il faut prendre de Doliprane. Ok, mais je sentais qu'il y a quelque chose qui allait pas. Puis un matin, je me suis réveillé. Et puis là, plus moyen de bouger la tête. Ni à regarder en bas, ni sur le côté. Puis des douleurs de fou. Des douleurs atroces au niveau de l'épaule, derrière l'épaule, le bras, l'avant-bras, les doigts. Donc, comme il était dimanche, j'ai souffert. J'ai pris du Doliprane. Donc j'ai reconsulté mon médecin qui m'a dit, elle m'a consulté, elle a fait les tests ostéotendineux, jambe gauche, et plus rien, plus aucun réflexe. Puis elle m'a dit tranquillement, écoutez, je vais vous donner des antalgiques et puis vous inquiétez pas, ça va revenir. Ah. Bon, je suis sorti de là sceptique. J'ai été consulter un autre médecin. Là, il m'a prescrit une IRM. Résultat, j'ai pas fait attendre. De toute façon, c'était une hernie discale entre L5 et L4, L5. J'ai été dirigé vers un neurologue. Elle m'a conseillé un de ses confrères qui était sur la place de Lille, qui était très bon. Il m'a dit, vous inquiétez pas, c'est un type extraordinaire, il va vous sortir d'affaire. Bon, je vais le voir. Il me discute un peu. Il dit, bon, d'abord, je vais vous proposer peut-être de faire une injection intra-discale, et puis ça va peut-être régler la problématique. Ni assis, ni allongé. Que debout. Je marchais, je faisais des 100 pas dans la maison toute la journée. Donc, je prends pas de cachet, mais je supporte le mal. Mais je suis allé voir à la clinique du dos un chirurgien qui m'a conseillé, avant de faire une opération chirurgicale, de faire du pilate pour gainer la ceinture abdominale, la muscler. Ce que j'ai fait, ce qui m'a évidemment enlevé pas mal de douleurs. Bon, mais dans le temps, ça s'arrange pas, en vieillissant. Les médecins ne savaient pas quoi me dire. J'ai fait des radios, j'ai fait des IRM, et en fait, on a dépisté à l'IRM une dyscarthrose lombaire dégénérative entre la 3e lombaire et la 5e lombaire, et entre la dernière lombaire, donc la 5e, et la première vertèbre sacrée. Lorsque je posais la question de savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour améliorer ça,
on me disait, eh bien, écoutez, c'est l'âge. Là, à l'heure actuelle, j'ai 64 ans, donc c'était il y a 1 an et demi à peu près la dernière consultation que j'avais faite. On m'avait dit, c'est l'âge. Donc j'en ai conclu, il fallait que je reste comme ça et que j'équilibre mon quotidien de cette manière-là. Et puis, les traitements qu'on m'a proposés, c'était des antalgiques qui n'améliorent rien, qui peuvent soulager la douleur, mais qui n'apportent rien. On m'a proposé des anti-inflammatoires. Quand vous connaissez la nocivité des anti-inflammatoires et ses effets secondaires, je n'ai pas voulu me plier à ça. On m'a même proposé des somnifères parce que la douleur était insomniante. Je me réveillais la nuit lorsque je me retournais et je ne savais plus me rendormir. Il fallait que je trouve une position. Donc on ouvre la partie pour l'infiltration interdiscale. Une fois que c'était fait, sur le coup, j'ai même cru que ça allait me déclencher une nouvelle cruralgie. Enfin, bref, j'ai pas trouvé d'amélioration dans les jours qui ont suivi. J'ai été le retrouver, on a rediscuté un peu, puis je me suis laissé convaincre pour une opération de cette hernie discale. Bon, suite d'opération, au réveil, c'était plutôt pas mal. Je me sentais libéré et bon, je me suis dit c'était plutôt bien parti. Donc je le revois, il me dit, Monsieur Kasferdik, vous allez avoir maintenant 1 mois de récupération où vous devenez piéton, vous ne faites vraiment, vous ne forcez sur rien, c'est vraiment de la remise en route tranquille. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de la marche. Bon, d'accord. Donc le mois se passe. Et puis, à l'issue de ce mois, bon, je peux reprendre la voiture. Et dès que je suis monté dans la voiture, c'était inconfortable. Je ne pouvais pas faire de longs trajets. Sortir de la voiture, c'était compliqué. Enfin bref, ça commençait à devenir un peu agaçant. Et je ne pouvais absolument pas envisager de longs trajets où c'était infernal. Je mettais des coussins, enfin tout ce que je pouvais essayer d'imaginer. Je suis retourné voir mon médecin qui m'a dit, écoutez, vous allez faire de la kiné pour vous rééduquer. Donc j'ai fait de la kiné qui consistait à une alternance entre balnéothérapie et kiné sèche. Donc ça, effectivement, ça m'a aidé à récupérer un petit peu, mais bon, ça n'y était pas. J'avais pas du tout récupéré mes conditions d'avant l'opération. J'avais aussi des difficultés le matin en me levant parce que il fallait, comme on dit, chauffer la machine avant de pouvoir se remettre debout. Et bon, ça a été une galère malgré les séances de kiné. Donc ça a duré 1 an sans réel. Je me suis traîné, on va dire, pendant 1 an. Puis après, j'ai rencontré un kiné du sport qui lui m'a pris en charge avec une autre technique qui s'appelle la redcord, et qui est une technique norvégienne qui permet de faire du gainage. Là, c'était la ceinture abdominale qui était visée pour essayer de me renforcer et puis retrouver cette mobilité que j'avais avant. Donc ça a été pas mal, ça a amélioré quand même les choses, mais c'était pas encore suffisant et ça faisait Bon, je faisais des séances régulières, mais il est arrivé un moment où j'étais arrivé sur un palier, puis ça progressait plus. Pareil, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai appelé le médecin, il m'a dit de prendre de anti-inflammatoire, si je trouvais dans une pharmacie. J'ai pris une plaquette, ça n'a rien qui passait. Je me tordais de douleur, j'étais au stand exactement, il faisait 35 degrés. Bon, les Belges voulaient me ramener à l'hôpital, j'ai pas voulu. Donc je cherchais une position pour que j'ai plus mal, quoi. Mais c'était dur à trouver. Je marchais tout tordu pour dire que le médecin m'a dit faut de Doliprane, aller faire un scanner. Et j'arrive à l'hôpital tout tordu. Je criais de douleur, quoi. La femme m'a dit dans début octobre le rendez-vous. Je dis écoutez madame, je suis en train de mourir là, vous me dites début octobre. J'ai commencé comme médecin urgentiste.
une bonne partie des 15 premières années de ma vie professionnelle parce que j'ai adoré les secours et la médecine d'urgence. Et puis, ma famille s'agrandissant, j'ai dû chercher un métier plus calme avec moins de garde. Donc, j'ai été médecin généraliste pendant une quinzaine d'années. Et puis, la vie m'a affublé d'une maladie lombaire qui a transformé mon existence. J'ai dû chercher à me soigner spontanément, après avoir tout essayé de ce que mes confrères pouvaient me proposer comme méthode, je dirais, académique. Et un jour, j'ai rencontré les sérums marins sur les conseils d'un médecin parisien. J'ai donc été perfusé en lombaire pendant 6 semaines et j'ai complètement guéri de 3 ans de souffrance abominable en 6 semaines et ça a changé ma vie. Il y avait une visioconférence qui se passait sur le net et j'ai assisté à cette visioconférence que le docteur Reliquet menait. Et là, il nous a parlé de René Quinton, des bienfaits de l'eau de mer, y compris pour la santé. Et donc, je me suis dit, jetons-nous à l'eau, c'est le cas de le dire, et essayons cette méthode. Quand j'ai entendu parler de ça, je suis allé voir le docteur Reliquet avec mes radios, du genou et des genoux et puis du dos. Et avec les radios, il a procédé évidemment à ces injections. Du coup, on m'a dit, bizarre quand même, c'est soigné à l'eau de mer. C'est un peu incroyable, enfin, ça fait un peu charlatanesque à la limite. Et bon, on s'est dit que de toute façon, on n'a plus rien à perdre, et puis on a tenté l'expérience. Le docteur Reliquet a d'abord regardé mes résultats d'IRM. Là, j'ai été un peu estomaquée. Il m'a dit, Madame, pour vous, c'est la cata. On a commencé les séances. Première, pas trop senti de choses, et puis on a refait une autre, et puis progressivement, à partir de la 5e, j'étais quasiment, le matin, j'avais plus besoin de me chauffer, je me tournais, je dormais correctement aussi, parce que là c'est pareil, hein. Quand vous avez ces problèmes de douleur, la nuit, elle se passe pas d'une traite. Dès que vous bougez un peu, c'est le réveil assuré. Et donc, on finit par fatiguer, enfin ça énerve, c'était infernal. Et là, avec les 5 séances d'eau, d'injection d'eau de Quinton, ça commençait à sérieusement s'améliorer. Et puis, on a continué. Les effets, tout de suite, se sont fait ressentir. Et donc, j'ai fait ma première piqûre. 5 minutes après, les douleurs, ils étaient moindres. C'était c'est plus supportable, quoi. Enfin, ça m'a soulagé un peu, quoi, par rapport aux douleurs. Et donc, il a dit, on va déjà commencer par 10 séances d'hydrotomie percutanée. Il dit, et on adaptera ensuite, mais je pense que vous en aurez besoin de plus. Donc, à raison d'une séance à peu près par semaine, avec des coupures par moment d'une semaine, pour voir comment ça évoluait, je me suis vite sentie soulagée. Le matin, le réveil, sans problème, je me levais du lit comme si je n'avais rien eu. Le sommeil est revenu, aucune douleur pendant mes changements de position. Et la vie quotidienne, ma vie professionnelle, impeccable. Je ne ressentais plus ces douleurs qui étaient handicapantes. Et puis, on a refait 5 séances 2 mois plus tard. On a patienté à nouveau quelques mois et j'ai refait 5 séances pour consolider le tout. Écoutez, ma vie, mon état général est revenu comme lorsque j'avais 30 ans. J'ai réussi à dormir 3 heures. Du samedi matin, je me réveille, des douleurs de fou. Je pensais que le traitement, ça servait à rien, quoi. Et puis vers midi, j'ai senti la douleur, elle s'apaisait. Oh, j'étais bien, j'étais content, quoi. Enfin, j'avais toujours les douleurs, mais par rapport à ce que j'avais... Et à la 10e, j'étais bien, mais bon, on a bétonné, on en a fait 5 de plus, et puis j'ai retrouvé l'activité sportive que j'avais avant. Donc on a pu recourir
et faire des parcours de plus d'1 heure, tranquille. Donc ça, c'était franchement formidable. Ensuite, mes problèmes de genoux, donc les genoux difficiles aussi. Lorsque je montais l'escalier, lorsque je descendais l'escalier, j'avais des douleurs à l'intérieur des genoux, mais quelque chose d'insupportable par moments. La marche, j'avais mal. Le vélo, j'avais mal. Les randonnées en montagne, mais c'était la montée, ça allait, mais la descente, c'était une douleur terrible. Donc j'ai fait une IRM et là, on s'est aperçu que j'avais une chondropathie rotulienne, donc la rotule qui était vraiment dégradée. Donc à gauche, j'ai trouvé un excellent kiné et j'en remercie. Donc ça m'a déjà améliorée, mais les douleurs étaient toujours présentes. Donc on a fait des séances d'hydrotomie percutanée et là, les douleurs au genou se sont estompées, la marche m'est indolore, le vélo m'est indolore, la course à pied m'est indolore. J'ai refait de la randonnée, je descends et je n'ai aucune douleur. En fait, après, c'était plus que les doigts. Enfin, j'avais peu de douleurs, de temps en temps, j'avais des douleurs, quoi, mais ça allait, quoi. Puis là, c'est... Voilà, j'ai que les bouts des doigts encore. Voilà, les bouts des doigts qui sont engourdis. Les manipulations, notamment, j'ai ma maman qui est très âgée, donc il faut la redresser dans son fauteuil roulant, etc. Je le fais sans aucun problème et sans ressenti derrière. J'ai fait Cannes-Bruxelles, 1200 km, j'ai pas eu mal, du tout. Mais pas eu mal. Normalement, je fais un peu de... je fais, avec le volant, je fais ça pour me décontracter un peu. Mais là, j'ai pas eu mal du tout. Et ensuite, le dernier symptôme que j'avais, c'était ici au niveau de la mâchoire. Lorsque je bâillais, lorsque je riais, bouche ouverte, lorsque je croquais des aliments difficiles, ça me provoquait une douleur. Et surtout, j'avais toujours l'impression que j'allais rester coincée, bouche ouverte. Lorsque j'allais faire des soins chez le dentiste, la bouche ouverte, je me disais, bon, je suis au bon endroit, le dentiste va savoir faire quelque chose. Mais j'avais toujours crainte, donc je n'ouvrais pas la mâchoire en grand parce que je ne savais pas si j'allais savoir la refermer. Là, 2 séances d'hydrotomie percutanée, sans problème. Je peux croquer les choses dures, je peux rire à gorge déployée, je peux aller chez le dentiste, ça ne me provoque plus aucun effet. Moi, j'y croyais pas tout ça, mais là, c'est fini. Hein. Je vais voir les médecins, ça veut dire que Doliprane. Vous avez une grippe, Doliprane, vous avez une angine, Doliprane, vous avez ça, Doliprane, vous avez mal de Doliprane. C'est une douleur. Si ça vient un petit peu... Pour ça, il y a 90% qui est parti, quoi, pratiquement. 90%. Lorsque j'entends les gens dire « oh, j'ai mal au dos, oh, je ne sais plus faire ceci, j'ai mal aux genoux, etc. » Je leur dis « mais essayez ». Alors là, on va faire une séance classique. Pour un homme qui a des problèmes de lombalgie, c'est donc 4 seringues. Les seringues sont des seringues de 10 cc qu'on bloque à 12, puisque le piston est capable de reculer encore de 2 cc. Donc on en profite et on fait 4 x 12, 48 cm3 par séance. Et on obtient une réhydratation progressive des disques intervertébraux et des cartilages articulaires dans plus de 80% des cas. Ce qui permet aux gens de ne plus avoir mal, de quitter leurs antalgiques, les cannes, les ceintures lombaires, tout ça. Alors, on va augmenter un tout petit peu l'activité du sérum marin sur les 2 dernières seringues avec l'adjonction de polyvitamine et d'un peu de magnésium. Voilà, la polyvitamine, elle est là parce que le cartilage a besoin de vitamine C. Mais les zones nerveuses qui sont abîmées par le frottement avec les zones arthrosiques ont besoin de vitamine B. Moi, je suis arrivé par la bande, puisque j'ai découvert les travaux d'Épineuse, François Épineuse sur Internet, sur un DVD de Jean-Yves Billien des années 90, où François Épineuse
sans gants, perfusait ses patients en région à Paris sur les arthroses de genoux, les maladies arthrosiques lombaires, avec des résultats qui étaient formidables. Bon, et qu'est-ce que vous voulez, moi j'étais au bord de me faire mettre des plaques de 15 cm de long de part et d'autre de la partie postérieure du dos, avec une autre plaque qui devait faire à peu près aussi long, en passant par le ventre 6 mois plus tard. Et en échange, la seule possibilité qu'on me proposait, c'était de me perfuser comme Épineuse l'avait fait pour lui et pour ses patients. J'ai pas hésité beaucoup. Et puis 6 semaines plus tard, je faisais du jogging. Donc c'était, voilà. Et à partir de là, si vous voulez, la vie change. Bon, la vie change pour moi, mais après j'ai perfusé ma mère, j'ai perfusé un de mes enfants, puis j'ai perfusé mes patients les plus proches. Alors, je sais faire ça, alors qu'avant, c'était ça. Ces sérums n'ont pas de spécificité antibactérienne particulière, mais il semblerait qu'elles aient la possibilité de pouvoir augmenter considérablement le système immunitaire. Alors on a eu de nombreuses expériences avant la guerre de 14 qui ont été toutes cruciales. On est allé chercher les enfants qu'on appelait les débiles de la maternité en 1904 à Paris. C'était des enfants qui naissaient de mamans qui avaient une syphilis, plus une tuberculose, plus elles étaient malnutries, et puis les enfants en plus naissaient prématurés, donc des enfants qui étaient abominablement fragiles, et qu'on récupérait de manière bien plus efficace avec des perfusions de sérum marin, puisqu'on a fait des séries où on les comparait à des perfusions de sérum physiologique, où sans perfusion, on obtenait 9 fois plus de prise de poids de corps sous sérum marin. Chaque espèce a une salinité sanguine particulière. Par exemple, le chat n'a pas le même taux de sel dissous que le chien, que l'humain, que l'éléphant, que la tanche, que le capucin de Chine, etc. Donc, à partir du moment où vous voulez utiliser un sérum marin dans une espèce particulière, vous devez respecter le taux de sel qui est afférent à l'espèce en question. Et donc, notre espèce, nous humains, nous avons 9 grammes de sel au litre dissous par litre de sérum sanguin. Donc, si vous prenez de l'eau de mer pure, l'eau de mer pure est globalement salée à 33 grammes. Si vous perfusez de l'eau à 33 grammes de sel, vous allez faire exploser toutes les cellules sanguines par choc osmotique. Donc c'est absolument impossible d'utiliser de l'eau de mer pure en perfusion, quel que soit l'animal. Il faut toujours la ramener à ce qu'on appelle l'isotonie, c'est-à-dire le même taux de sel par rapport à l'espèce que vous allez vouloir soigner. Alors donc, pour ce qui est des sérums marins humains, c'est très simple. On prend de l'eau à 33 grammes, on la ramène à 9 grammes, et à partir de là, on peut en faire ce qu'on en veut. Bon, si on veut utiliser ces sérums en gros volume pour le chien, il faudra probablement modifier un peu les salinités, pour le chat pareil, mais pour l'homme, les produits sont en vente libre, et on peut tout à fait utiliser ces produits sortis d'ampoules. Elles sont d'ailleurs toujours conditionnées selon le même code international, c'est-à-dire qu'elles sortent en ampoules qui sont en verre transparent. Le verre transparent, en médecine, veut dire que le produit est injectable, et il est bipointe, ce qui permet de conserver la polarité de l'eau qui va se décomposer en côté anion et en côté cathode, et donc vous avez la possibilité de pouvoir utiliser, en cassant une pointe, d'utiliser immédiatement les produits en injectable. Voilà. Donc 9 grammes, c'est un sérum, et sérum à 33 grammes, c'est un hypertonique, et c'est buvable, mais ça n'est pas injectable. Les sérums marins remplaçaient le sang. Donc, le jour où les groupes sanguins ont été mis à jour, on a cessé de perfuser soit en sous-cutané, soit en intraveineux des sérums marins, parce qu'on a privilégié les groupes ABO Rhesus. Et puis un jour, on a découvert les propriétés des corticoïdes.
Donc on a choisi d'utiliser la cortisone pour traiter par exemple la hernie discale. Et puis au fur et à mesure, on a fait disparaître les champs importants d'indication des sérums marins. Évidemment, quand les antibiotiques sont apparus, on a utilisé les antibiotiques pour traiter le choléra et le typhus plutôt que les sérums marins. Ça paraissait logique, mais on n'a jamais oublié. On n'a jamais oublié. C'est pour ça que de tout temps et pendant tout le XXe siècle, on a continué à utiliser les sérums marins. Alors aujourd'hui, on les utilise essentiellement pour leurs propriétés rhumatologiques, dans le traitement de l'arthrose et dans le traitement de la hernie discale, parce que les résultats sont connus et d'une efficacité absolument incroyable et connus, décrits depuis 1907. On a des publications que j'ai évidemment gardées très précieusement parce que c'est des livres qui sont quand même relativement rares à la vente, mais dans lequel on a en 1907 les premiers rhumatologues de l'Hôtel-Dieu à Paris utilisaient les sérums marins pour traiter la hernie discale. On perfusait dans le dos quelques centimètres cubes de sérum marin et les gens repartaient guéris de leur hernie. Alors la première bourde inadmissible qu'on entend sur les sérums marins, c'est que ce sont des produits dangereux parce qu'ils pourraient être infectants. C'est complètement stupide. Il faut bien comprendre une chose, c'est que dans les années d'avant-guerre, quiconque pouvait mettre sur le marché n'importe quoi, une cochonnerie abominable, et considérer et annoncer que c'était des sérums marins. Bon, évidemment, il y a certainement eu des accidents avant 1914 par des gens qui ont mis sur le marché des produits qui étaient absolument pas du tout faits pour être injectables. Bon, mais encore une fois, aujourd'hui, il y a plus de débat. Aujourd'hui, les produits sont fabriqués de manière d'une rigueur absolument implacable. Moi, je suis allé visiter l'usine d'embouteillage à Alicante, en Espagne, sur les produits qui sont aujourd'hui mis sur le marché en Europe. Ces produits sont fabriqués en salle blanche. La partie désinfection se fait à froid, mais il faut savoir qu'à froid, on peut faire une désinfection bien supérieure à ce qu'on fait à chaud. C'est-à-dire qu'il suffit de modifier les mailles d'un filtre, et on considère par exemple qu'à 0,22 microns de maille, vous n'avez pas un seul virus, ni un seul débris de virus qui peut traverser la maille, ni évidemment une bactérie. Alors évidemment, ce qui se passe en 2023, quand on filtre à 0,22 microns, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on se coupe d'un certain nombre de grosses protéines qui ne passent pas le filtre. Donc on a probablement un produit qui, immunologiquement, en 2023, est probablement moins actif que les produits qu'on utilisait en 1914. Mais quelle importance? Ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, on utilise beaucoup moins, presque plus, les sérums en traitement antiseptique. On les utilise essentiellement en rhumatologie. Bon. Mais à une époque, il faut savoir que quand Quinton perfusait à l'Hôtel-Dieu, les gens avaient 42 fièvres pendant plusieurs heures. Parce que les protéines pyrogènes, qui étaient encore inclus, pyrogènes qui donnent de la fièvre, étaient encore inclus dans les sérums marins, et que ces produits donnaient de la fièvre. Mais on n'a plus de fièvre aujourd'hui, en 2023, en se perfusant des sérums marins, parce qu'ils sont ultra filtrés à 0,22 microns, et qu'il n'y a plus rien qui peut enclencher de la fièvre, que ce soit une fièvre bactérienne ou virale, ou une fièvre immune, parce que les protéines pouvaient donner de la fièvre. Mais c'est fini, tout ça c'est terminé. Dans les années 80, le laboratoire Quinton France a fait faillite, une faillite industrielle. Il n'y a rien eu à reprocher médicalement aux produits marins qui étaient perfusés, simplement la pratique médicale s'étant progressivement détournée de l'utilisation des sérums marins, brutalement, on s'est rendu compte que les ventes se sont effondrées. Et probablement, alors là, probablement que l'entreprise Quinton France était très mal gérée à une époque, dans les années 80, et donc la faillite est tombée sur le laboratoire Quinton. Et du jour au lendemain, les laboratoires Quinton n'ont plus fabriqué de sérums marins. C'est arrivé à un moment donné où précisément il fallait que les sérums est une modification de nomenclature pour pouvoir continuer à être vendus dans le Vidal. Parce que jusqu'à cette époque-là, ces produits étaient référencés Vidal injectables.
Et donc, comme le laboratoire Quinton n'a plus donné signe de vie et qu'ils n'ont pas obtenu leur renouvellement dans la nomenclature et dans le Vidal, les produits ont disparu de l'utilisation médicale. Mais ils ont disparu que pour une raison purement industrielle. Donc, effectivement, ces produits, quand ils ont été rachetés par une entité espagnole, les Espagnols, sachant très bien que pour réclamer à nouveau une mise dans le Vidal, il fallait à nouveau investir des centaines de millions d'euros dans chacune des indications. Si vous voulez envoyer, si vous voulez vendre des produits pour la hernie discale, il faut à ce moment-là monter un dossier hernie discale, puis arthrose, il faut faire un dossier pour l'arthrose, puis pour choléra, il faut faire un dossier choléra. Donc pour les Espagnols, ça a été très simple. Le choix a été fait de revendre leurs produits en complément alimentaire. Complément alimentaire qui n'a plus rien à voir avec la filière du médicament. Donc, le complément alimentaire a permis au laboratoire de gagner, je pense, très bien leur vie en vendant un produit santé. C'est-à-dire renutrition, reminéralisation, il y a des déclinaisons en cutané, il y a des déclinaisons en soins ophtalmologiques, nasaux, ORL, etc. Bon, très bien, mais effectivement, puisqu'il n'y a plus de produits injectables, eh bien, théoriquement, l'indication injectable tombe, puisque les compléments alimentaires ne sont théoriquement pas injectables. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le complément alimentaire, c'est une définition européenne extrêmement précise, et les sérums marins ne correspondent absolument pas à des compléments alimentaires. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de glycoprotéines qui restent dissoutes dans l'eau de mer, et c'est probablement leur présence qui donne l'effet immunologique qu'on attend et qu'on repère en traitant l'arthrose et les hernies discales. Ces produits ne sont pas inclus dans les listes des compléments alimentaires. Donc on n'aurait jamais dû voir arriver les sérums marins dans les compléments alimentaires, ils n'en sont pas. C'est pour ça qu'à une époque, j'avais particulièrement apprécié les travaux d'un pharmacien qui s'appelle Beck-Engelrich, qui avait travaillé sur sa thèse en disant arrêtons de perdre notre temps et de vouloir sectoriser les produits. Est-ce que l'eau est un médicament? Est-ce que l'eau de mer est un médicament? L'eau de mer est un produit frontière, comme l'oxygène, comme l'ozone, comme l'eau. Donc a priori, on devrait sortir très vite les sérums marins des compléments alimentaires, et du coup, il n'y aurait plus de discussion nosologique un peu stérile, savoir si c'est injectable ou pas. Et la discussion la plus stupide, c'est de demander s'il y a une AMM à l'eau de mer. Là, c'est encore plus stupide, puisque par définition, l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, elle ne correspond qu'aux médicaments. Donc, si vous prenez par exemple un antibiotique et que vous traitez l'angine, et que vous utilisez tout d'un coup l'antibiotique pour traiter le corps au pied, eh bien, vous changez l'AMM. Là, on peut parler de non-respect de l'AMM, mais on ne peut pas parler d'AMM pour un produit qui n'est pas un médicament. Donc, encore une fois, cette attaque sur le fait qu'il n'y ait pas d'AMM pour utiliser les sérums marins, c'est une stupidité sans borne, puisque ce n'est pas un médicament. Donc, comme une vache n'est pas un oiseau, eh ben, un sérum marin qui n'est pas un médicament ne peut pas avoir d'AMM. Voilà. Quand on veut discuter médicament avec un produit naturel, on se plante. Si vous voulez demain, reprenons l'exemple de l'antibiotique, c'est simple, vous avez un antibiotique, vous voulez démontrer qu'il est efficace sur les germes de l'angine, c'est pas compliqué, vous faites une étude, vous démontrez bien entendu qu'il faut évidemment qu'il n'y ait aucune toxicité ou que la toxicité soit supportable, et puis derrière vous montrez qu'il y a une efficacité, et puis vous montez un dossier, ça coûte extrêmement cher, mais on y arrive. Et à ce moment-là, vous avez un médicament qui a l'autorisation de mise sur le marché, angine. Il arrive que les autorisations de mise sur le marché soient généralisées. C'est l'intérêt évidemment de l'industriel de vendre son produit le plus largement possible. Donc on peut faire des extensions d'AMM, mais à chaque fois, ça réclame théoriquement que l'industriel fasse l'effort financier considérable de repositionner sa molécule pour pouvoir défendre une nouvelle autorisation de mise sur le marché. Alors évidemment,
Dans les faits, ça se passe pas du tout comme ça. Il y a des AMM de fait qui se développent et qui sont complètement dommageables, parce que souvent, on voit apparaître des produits qui se positionnent sur des indications thérapeutiques qui n'ont absolument jamais eu et qui sont en plus mauvaises. Mais parce que ça va plus vite, parce que c'est l'habitude et puis parce que c'est l'intérêt de l'industriel, ça arrive régulièrement. Là, on parle pas du tout de ça. On parle d'un produit naturel. Le produit naturel, il a toujours la même efficacité sur la même chose. Alors évidemment, on peut dire « Ah mais oui, mais aujourd'hui, les sérums marins sont mal défendus parce que vous n'avez plus d'études ». Mais il faut comprendre que qui ferait une étude, si ce n'est l'industriel qui vendrait un produit avec un intérêt immédiat, c'est d'un retour sur un investissement qui sera majeur. Donc aujourd'hui, travailler sur l'eau de mer, c'est exactement comme de travailler sur l'air qu'il y a à Val d'Isère, aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt pour un industriel à fabriquer la moindre preuve d'efficacité sur un produit qu'il ne peut pas breveter. Donc il n'y a rien à breveter sur l'eau de mer, donc personne ne bouge. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des brevets sur les produits qu'on utilise, mais sur la filtration, sur l'utilisation industrielle des produits. Mais après, au-delà de ça, il n'y a plus de défense. Si demain, Quinton fait un dossier énorme pour dire « ça marche sur la hernie discale », vous avez demain un produit chinois qui arrivera à 10 centimes. Et Quinton sera ruiné. Donc, dans l'intérêt des laboratoires Quinton et de tous les autres, il n'y a aucun intérêt à ce que ça bouge, à ce qu'il y ait des études qui défendent l'intérêt médical de ces produits parce que ça les ruinerait. Donc aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est de comprendre que d'abord, un médecin a le droit de choisir le produit qu'il va utiliser dans l'intérêt de son patient avec le meilleur rapport bénéfice sur risque. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les sérums marins n'ont pas de risque. Donc à partir de là, le rapport bénéfice sur risque, il ne peut même pas être comparé à une molécule de Doliprane, de paracétamol, parce que ces produits-là ont des risques, mais pas un sérum marin. Un sérum marin n'a aucun risque. On a vu avec sodium, on peut vous injecter 10 litres de sérum marin, vous continuerez à être vivant et être en pleine forme et à pas faire de choc anaphylactique, ni de choc septique, ni de choc de rien. Vous allez vivre très bien, tout va bien. Ces produits ne sont pas toxiques, il n'y existe aucune toxicité. Moi, je travaille ces produits depuis maintenant 2013-2014. Je n'ai même pas eu une infection sur le site de ponction de ma vie. De ma vie. Alors que tous les jours, il y a 1 à 4 points de ponction par patient, et je fais ça depuis 10 ans. Ça n'est jamais arrivé. Donc la sécurité d'utilisation des sérums marins, on ne peut pas rêver mieux. Et c'est pour ça que les détracteurs, les vendeurs de médicaments sont très énervés contre ces produits-là, parce qu'il n'y a pas de comparaison. Au mieux, ça marche. Au pire, ça marche pas, et il n'y a jamais le moindre effet indésirable. Donc voilà, c'est sûr que derrière, les ennemis sont nombreux. Je tiens à le dire, les gens qui sont perfusés chez moi pour des problèmes de hernie discale ou d'arthrose des genoux, etc., sont très mal soulagés par les techniques actuelles. Donc il n'y a aucun doute, et c'est pour ça que ça énerve tout le monde, c'est bien ces produits-là les meilleurs que l'on peut proposer en soins de la hernie discale et de l'arthrose segmentaire. Personne ne peut m'apporter la différence. C'est tellement vrai que mes contradicteurs n'ont jamais voulu venir à mon cabinet, je les ai tous invités, venir auditer la méthode et auditer les patients. Personne n'a jamais osé venir se confronter à la réalité de l'efficacité des sérums marins. Tant pis pour eux, mais encore une fois, je n'ai rien à me reprocher à ce niveau-là. L'avenir se joue cette année, dans les 2 ans qui viennent, en France. Il faut savoir qu'en France, on a inventé la méthode, mais on l'a condamnée aussi. C'est-à-dire qu'en juin 2023, j'ai été condamné à 3 ans d'interdiction d'exercice, dont un ferme, pour avoir défendu une méthode où j'avais une vingtaine de témoignages de patients, tous plus aimables les uns que les autres, avec évidemment 0 plainte. Et j'ai quand même pris 3 ans d'interdiction d'exercice, dont un ferme, avec tout autour de nous, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, et beaucoup plus loin, des gens qui utilisent les sérums marins toute l'année, sans aucun problème. Nous, on a inventé la méthode, et on est en train d'essayer de la condamner. Pourquoi ? Je prétends que c'est très simple.
Le lobby du médicament ne veut pas entendre parler d'un produit simple, efficace et sans risque. Ça remet le médicament chimique face à toutes ces contradictions, c'est-à-dire ces difficultés pour avoir un produit sans risque, les difficultés pour obtenir un résultat pérenne. Encore une fois, quand vous utilisez de l'eau et que vous faites mieux qu'une molécule chimique, c'est dur à admettre pour un industriel. Mais encore une fois, voilà, aujourd'hui on en est là en France. Je suis condamné, j'ai fait appel. Évidemment, ma peine est suspensive, donc je continue à travailler, je continue à recevoir des patients qui, du coup, certains sont au courant de ce qui m'arrive, donc certains se dépêchent de venir, mais ils viennent de partout. Ils viennent de la Belgique toute proche, ils viennent de la région parisienne, certains viennent de pays étrangers, ils prennent 6 semaines de vacances et ils s'installent en France. Ils viennent, ils s'installent pour 6 semaines, je les pique 1 à 2 fois par semaine et ils rentrent chez eux à l'étranger. Le dernier, il vient de Singapour. Hein. Voilà, et puis sa hernie discale, il l'a oublié. Voilà, donc en France, il y a danger, parce que ça n'est pas l'intérêt du patient qui prime. Si c'était l'intérêt du patient qui primait, alors on dirait il n'y a absolument aucun effet indésirable au sérum marin, donc il n'y a aucune raison d'interrompre cette pratique. Parce que tout le monde a à y gagner, la sécurité sociale, les patients, les médecins, tout le monde a à y gagner. Et pourtant, voilà, ça risque de s'éteindre cette année en France. Ah bah, on me reproche le charlatanisme. C'est-à-dire, on me reproche d'utiliser un produit insuffisamment éprouvé et de le faire passer pour un produit qui est efficace. C'est ça le charlatanisme. Et charlatanisme en médecine, c'est la pire des insultes, évidemment, hein, et c'est les pires des condamnations. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai d'ailleurs échappé à la radiation, mais 3 ans d'interdiction dont un ferme, c'est quand même une belle petite mort professionnelle, mais c'est pour charlatanisme. J'avais fait un dossier en démontrant que je n'avais pas d'effets indésirables, et le Conseil national de l'ordre des médecins a retenu que les effets indésirables n'avaient pas été étudiés. Voilà. Donc, si vous voulez, à partir du moment où vous biaisez la pseudo-enquête pour condamner quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez, on arrive à des non-sens pareils. Voilà. Donc, je suis un charlatan. Je ne suis pas stupide, j'ai compris que on allait probablement avoir ma peau en France. J'ai compris, on va me condamner, on va m'interdire de travailler. Je suis à 10 ans de la retraite, je dois continuer à travailler. Donc je suis déjà allé tâter le terrain dans les pays européens et limitrophes, et tout le monde m'accueille avec une joie immense, parce que c'est une technique qu'ils ne connaissent pas tous très bien, et ceux qui la connaissent manquent de bras. Donc je suis certain que, puisque je ne vais pas pouvoir travailler dans mon propre pays auprès de mes propres patients, je vais aller chercher des patients ailleurs qui m'attendent. Voilà, j'irai ailleurs, c'est certain. La Suisse, la Belgique, l'Allemagne, bon, l'Italie. La barrière de la langue fait qu'on ne va pas chercher non plus à s'exiler dans les endroits où on ne peut pas communiquer facilement avec ses patients. Donc ça va probablement être dans un pays francophone, évidemment. Mais dans tous les pays francophones autour de nous, les sérums marins sont utilisés de manière absolument mais régulière. Et aujourd'hui, les sérums marins sont même, dans certains centres, mélangés avec de l'ozone. Donc du trioxygène, évidemment, c'est la logique. Il faut amener de l'oxygène au tissu en petite quantité sur les zones qui en manquent. Et ben, l'association Quinton-ozone sera probablement la voie de la deuxième partie du 21e siècle pour le traitement des pathologies arthrosiques et de la hernie discale. Et ça a déjà commencé sans moi dans les pays limitrophes, mais je pense que ça ne se finira pas sans moi. J'en serai. La thérapie marine et l'eau de René Quinton sont des techniques de nutrition du corps qui visent à rétablir l'équilibre et la vitalité de l'organisme. De nombreux témoignages attestent des bienfaits de cette thérapie sur diverses pathologies et troubles de la santé. Mais au-delà de ces effets thérapeutiques, la thérapie marine et l'eau de Quinton nous rappellent que nous sommes, comme le disait ce dernier, un aquarium marin vivant. Elle nous ouvre ainsi des perspectives d'avenir pour une médecine plus naturelle, plus respectueuse et plus holistique, qui prend en compte l'individu dans sa globalité et dans son environnement. Elle nous encourage également à préserver la qualité de l'eau de mer, qui est un bien commun et précieux pour l'humanité et pour la planète. Si vous voulez suivre nos créations, l'avancement de notre campagne de crowdfunding
et nous rejoindre dans cette grande aventure, vous pouvez nous soutenir et nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt!